tout a un prix. Même l'inaction a un prix. Même si tu décides de ne rien faire, tu vas payer un prix parce que tu n'as rien fait. Vous êtes l'une des figures les plus influentes de la diaspora guinéenne au Canada, c'est sûr. Moi, je n'étais pas venu ici pour faire quelque chose de confortable, pour aller faire quelque chose de payant. C'était tout. S'il y a 3 qualités que tu aimerais que tout entrepreneur se développe, quelles seraient ces qualités? Je suis un fluide 100% guinéen. Est-ce que tu te rappelles de ton premier salaire? $1 700 une semaine. C'était le chèque qui a tout déclenché dans ma tête. Ce que les gens pensent justement, c'est ce que tu viens de dire. Naître, grandir en Guinée, c'est une malédiction. Tu peux jamais réussir ta vie. C'est par amour pour l'argent que tu es parti dans ce sens ou c'est par amour pour l'entrepreneuriat? Je pense que c'est... Merci d'accepter mon invitation. Ça fait plaisir. On va parler de votre parcours. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes sans savoir que vous êtes l'une des figures les plus influentes, en tout cas de la diaspora guinéenne au Canada, c'est sûr. Moi, je vous ai découvert sur Internet à travers les prix que vous raflez dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai appris que vous avez Yonka Marketing, qui est l'un des partenaires influents de la plus grande boîte de télécommunications, je vais dire, qui est Vidéotron. Vous avez également COS Consulting, qui aide les entreprises à se développer, qui aide les entrepreneurs à progresser dans leurs activités. Vous aviez également Dia Express, qui évolue dans la logistique minière en Guinée. C'est beaucoup. Comment vous faites pour gérer tout ça? Vous avez une seule tête, Cheikh. Merci déjà une fois de plus. Effectivement, on est en ce moment, on s'est diversifié. Donc, avec toutes les activités, ça peut paraître que c'est beaucoup, c'est vrai. Connaissant justement en fait toutes les pressions et tout le stress qui peut être lié à l'entrepreneuriat. Déjà, gérer une seule entreprise, ça demande beaucoup d'énergie, oui. Mais en fait, ça s'est rendu possible simplement parce que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est juste un résultat. C'est le résultat d'un parcours, c'est le résultat d'un travail en amont. Donc, on ne s'est pas juste réveillé tout d'un coup et puis il y a plusieurs entreprises à gérer. Si c'était ça, c'est sûr que ça aurait été très, très compliqué. Mais c'est vraiment un processus. Donc, on est rendu à ce niveau parce qu'il y avait déjà un plan bien établi. Il y a déjà un parcours. Donc, il y a déjà en fait des acquis. Il y a déjà une base qui est là. Donc, chacune des entreprises a été créée pour répondre à un besoin spécifique. Donc, quand ça arrive, déjà, il y a une structure qui est là, adaptée et qui soutient justement en fait cette entreprise. Donc, ça fait que le défi, il est énorme pareil, mais c'est quand même gérable. Ça se fait très bien. Donc, c'est pas évident, mais c'est la vie qu'on a choisie. Donc, ça a un prix et on accepte de payer le prix. Fait que c'est pas mal ça. Donc, on allait progressivement. Donc, une entreprise après une autre après une autre aussi. Donc, étape par étape, on a essayé d'établir justement, en fait, entre guillemets, comme une structure qui le permet de bien gérer efficacement, en fait, toutes ces entreprises-là. C'est fantastique ce que vous venez de dire. C'est incroyable. Et ce qui est sûr, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Avant, vous n'étiez pas entrepreneur. Absolument. Vous étiez peut-être un simple élève, un simple étudiant, je ne sais pas. Où est-ce que vous aviez grandi déjà? Moi, j'ai grandi, je suis né, moi, je suis, comme on aime le dire chez nous, je suis un fluide 100% guinéen. Donc, aujourd'hui, souvent, quand je dis aux gens que j'ai quitté la Guinée directement pour venir au Canada, ça surprend souvent. Apparemment, pour ce que j'arrive à faire, c'est pas vraiment donné entre guillemets. C'est pas évident qu'on vienne de la Guinée directement au Canada pour faire tout ça. Donc, il y a beaucoup de spéculations à ce sujet. Beaucoup de gens interprètent, chacun donne sa version. Mais la version que je vais donner aujourd'hui, c'est la version qui est réelle. Donc, spécifiquement, je suis pas, d'autant que je suis venu de la France pour venir au Canada. Je suis venu avec un projet d'entreprise au Canada. D'autant que je suis venu avec une manette d'argent. Je suis arrivé, non. Tout ça, c'est faux. Donc, la vérité, c'est que je suis venu tout droit de la Guinée directement vers le Canada. Avant ça, je n'étais allé dans aucun autre pays. J'ai fait mes études en Guinée, j'ai grandi là-bas. J'ai commencé ma carrière là-bas. Donc, j'étais salarié, j'étais responsable commercial dans plusieurs grandes entreprises en Guinée. Donc, c'est la base de tout ce que j'ai appris en Guinée. C'est ce qui a payé ici au Canada. Donc, c'est vraiment cela. Je commençais un peu comme tout le monde, parcours académique. Voilà, j'ai fait mes études en Guinée.
Et ensuite, j'ai commencé à travailler, j'ai monté les échelles en Guinée petit à petit. Et ensuite, je me suis retrouvé très jeune en tant que responsable commercial dans plusieurs entreprises. Donc, c'est après tout ça que je suis arrivé au Canada. Donc, quand je venais, il n'y avait pas de projet d'entrepreneuriat, il y avait de projet d'entreprise, il n'y avait rien du tout là. Je suis allé en fait de zéro comme quasiment tous les immigrants qui viennent ici. C'est fascinant, je te jure, parce que ce que les gens pensent justement, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire naître, grandir en Guinée, c'est une malédiction. Tu peux jamais réussir ta vie. Et moi, je suis étonné de savoir que vous êtes venu ici en tant que salarié. Enfin, vous étiez déjà salarié en Guinée, que vous êtes venu ici. Pourquoi vous êtes venu alors que vous étiez déjà salarié en Guinée? En fait, j'aime souvent dire que je suis venu au Canada pour répondre peut-être à l'appel du destin. Souvent, c'est ce que je me dis parce que c'était pas dans mes projets, c'était pas dans mes plans à l'époque de venir ici parce que j'avais une vie quand même très stable en Guinée. J'étais très bien intégré dans le système et j'avais une carrière qui s'était bâtie avec le temps. Donc, j'étais quand même à un niveau de ma carrière où j'étais quand même très confortable. Donc, le Canada, pour moi, c'était l'inconnu. C'était en fait un projet où je devais venir tout recommencer à zéro. Donc, ça faisait peur pour quelqu'un à l'époque qui était déjà très bien stable au pays. Mais après, la vie a voulu comme ça. Donc, les circonstances de la vie m'ont conduit à immigrer. Donc, quand je suis arrivé, je suis venu avec les mêmes peurs que tout le monde. Donc, c'est-à-dire venir, c'est un avenir incertain. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu deviens, ce que tu fais. Mais grâce à Dieu, et puis une fois que je suis venu, voilà quoi. Donc, je me suis attelé tout de suite. Donc, j'ai mis mes pions, j'ai mis mes bases. J'ai commencé à analyser un peu l'écosystème ici. Donc, les premiers mois m'ont servi à ça. Donc, ma phase d'intégration, c'était beaucoup de mise en question. Peut-être qu'on va arriver un peu plus en détail au courant de la discussion, mais concrètement, c'est cela. Je me suis retrouvé au Canada et quand j'étais là, eh bien, il fallait survivre. Ouais, donc, il fallait survivre, il fallait construire quelque chose, il fallait bâtir des choses. Donc, c'est dans cette logique que, voilà, quoi, que la machine s'est opérée. Ouais. Est-ce que vous reviez avant de devenir entrepreneur alors que vous étiez enfant, par exemple? Moi, j'ai toujours, en fait, rêvé d'être entrepreneur. Donc, pour moi, je ne savais juste pas c'était quand, mais ça allait forcément venir. Donc, j'étais pour moi, c'est que tout ce que je faisais dès le départ, en fait, c'était pour finir, justement, entrepreneur. Donc, la vision était là, l'envie était là. Et avant de quitter la Guinée, j'avais déjà commencé à construire des entreprises en Guinée. Donc, Dia Express, aujourd'hui, qui est dans le transport minier, il a été créé quand j'étais déjà en Guinée. Donc, c'est juste que quand j'étais en Guinée, l'entreprise évoluait dans un autre secteur. Donc, je devais abandonner tout ça, venir au Canada. Donc, quand je suis venu m'implanter et que j'ai construit tout ce que j'ai construit, donc, je suis retourné, j'ai redonné vie à cette entreprise qui dormait, que j'avais créée depuis la période où j'étais salarié. Donc, j'ai juste redonné vie à cette entreprise-là, donc qui est Dia Express aujourd'hui. Donc, on a juste simplement en fait changé le domaine d'activité. Donc, au début, on était dans un domaine à l'époque. Ça aussi, c'est une longue histoire. Donc, mais à partir du moment où finalement on avait de bonnes bases, donc j'avais pas envie de recréer une nouvelle entreprise, sachant que j'avais déjà un petit rêve qui s'était endormi là-bas à l'époque. Donc, c'est juste on a insoufflé une nouvelle vie à Dia Express et puis on a redéfini en fait une nouvelle orientation. Donc, concrètement, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Donc, c'était mon rêve. C'est sûr que je ne savais pas comment, dans quelles conditions, surtout quand tu viens en tant qu'immigré au Canada, c'est sûr que entreprendre ici, c'est pas la première chose à laquelle tu vas penser. Non, c'est honnête là. C'est très sûr. Donc on vient, on veut juste voilà, survivre d'abord et tout, mais après, pour moi, en fait, quand tu rêves très très grand, à un certain temps, en fait, je pense que tout devient possible. Donc quand je suis venu, c'est vraiment en fait ça, j'avais une vision très très grande, je voulais faire la différence, donc je voulais me démarquer, je voulais avoir un réel impact sur la société canadienne et puis surtout je voulais aussi me démarquer aussi au sein de la communauté. Donc c'était un peu ça, ces motivations, donc de fil en aiguille, les choses se sont faites. Et ça, c'était déjà en quelle année? Donc pour la petite histoire, moi je suis arrivé en 2021 au Canada. Ok. Donc c'est pour dire que je suis à ma 4e année. C'est très récent. Hein? Exact, c'est encore très récent. Et l'entreprise Jonka a 4 ans.
Donc, fait que je suis arrivé techniquement le 3 novembre 2021 au Canada. Donc, cette année-là, je vais avoir 5 ans. Donc, le 3 novembre de cette année, je ferai 5 ans. Et on a lancé Jumka Marketing le 28 novembre 2022. Donc, techniquement, une année après. Et quelle a été déjà votre première impression quand vous êtes arrivé au Canada? Euh, Première impression, beaucoup de choses. Donc, c'était vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de déceptions au début, honnêtement. Donc, désillusion totale, dépaysement aussi total, comme la plupart des immigrants. Donc, on a une image du Canada. Quand on arrive ici au début, tout de suite, on commence à se poser des questions. On commence à se dire, mais est-ce que c'est pour ça que j'ai immigré ici? Est-ce que c'est pour ça que je suis venu? Donc, comme pour dire, tout début est très difficile. Donc, mes débuts aussi l'ont été. Fait que dès que je suis arrivé, voilà, donc déjà j'ai quitté un boulot très confortable aussi là-bas. Donc imagine quand tu viens après et que tu trouves, tu rentres dans un contexte où tu n'as le contrôle sur rien, tu connais rien, voilà, tu maîtrises pas encore le pays, donc l'incertitude et la pression, elle devient très grande, surtout que moi, je suis venu à un moment donné où j'avais beaucoup de responsabilités au sein de ma famille. Donc, il fallait rester encore assez solide pour pouvoir continuer à prendre soin de la famille là-bas et puis créer une vie ici. Donc, c'était beaucoup de pression au départ. Mais j'ai pas perdu de temps. Je me suis mis à la tâche tout de suite. Juste pour faire une histoire, pour peut-être retracer ce début de mon parcours. Oui. Quand je suis arrivé, c'était étape classique, quoi, comme tout le monde. C'est que j'ai commencé à postuler. J'ai eu mon premier vrai emploi avec Desjardins. Donc, voilà, donc c'était à la banque. J'étais conseiller en développement des affaires à l'époque. Fait que c'est allé très vite. J'ai eu cet emploi au bout de 1 mois et demi, disons 2 mois maximum. Déjà, la procédure avait déjà démarré. Donc, je commençais à travailler en tant que conseiller en développement des affaires. Je pense que c'était vraiment le point de bascule. C'est que c'est à partir de là que je commençais encore à pousser plus mes réflexions. C'est à travers cet emploi que beaucoup de choses se sont déroulées et que ça a commencé à me réveiller, entre guillemets. Donc, cet emploi-là m'a permis de beaucoup réfléchir, de beaucoup analyser, de comprendre très rapide. Je pense que j'ai été très proactif sur la compréhension de l'écosystème canadien. Donc, ça m'a permis de prendre des décisions très stratégiques, mais très risquées. D'accord. Donc, cet emploi-là, je l'ai abandonné au bout de 2 mois. Donc, au lieu de 2 mois ou de 2 mois. Pourquoi? Donc, voilà ce qui s'est passé concrètement, c'est que, OK, je commence à Desjardins, d'accord? Je commence dans la banque, je sais même pas si j'ai le droit de dire le nom de la banque dans le podcast. Ouais, c'est bien. Je crois, voilà. Donc, du coup, j'ai commencé à Desjardins, très excité au départ, parce que quand je suis arrivé, je voulais un tout petit peu me reconvertir. Donc, moi, j'ai toujours évolué dans le domaine du commerce, de la vente, c'est ce que j'ai étudié, c'est ça ma passion depuis plusieurs années. Donc, je suis venu déjà avec ce bagage au Canada. Donc, une fois arrivé ici, il fallait justement, en fait, que je voulais faire quelque chose dans mon domaine. C'était ça ma priorité. Donc, c'est vrai qu'on m'avait fait d'autres propositions, mais j'étais convaincu que je voulais exercer quelque chose dans ma zone de génie. D'accord. Donc, du coup, j'estimais que si j'arrivais à trouver quelque chose dans mon domaine et dans ma zone de génie, l'impact que je pourrais avoir ou que je pourrais créer serait encore plus grand. Donc, à l'époque, en Guinée, j'étais dans un autre secteur. Arrivé au Canada, j'ai voulu maintenant intégrer le secteur bancaire. C'est comme ça que j'ai postulé dans les banques et j'étais très chanceux d'être à 2 mois seulement de me retrouver dans une banque. C'est incroyable. Quand même, j'allais te demander que... J'étais très chanceux. À l'époque, mon entourage, tout le monde était très impressionné. Donc, mais en fait, le parcours, les choses sont allées très vite. Donc, j'ai postulé, j'ai passé mes entrevues. Première entrevue, j'avais postulé pour le niveau 5. Et après l'entrevue, on m'a préféré au niveau 6. Et je suis allé aussi passer une seconde entrevue aussi au niveau 6. Finalement, ils ont estimé qu'il y avait un poste pour moi au niveau du développement des affaires parce que ça répondait plus à mon profil. Donc, c'est ça. Mais j'ai passé ma formation à Desjardins. 2 semaines après, je pense que j'ai commencé la déception a un peu commencé. Donc, c'est là que les choses ont commencé vraiment à se passer. Simplement, pourquoi? Parce qu'après 2 semaines de paye, moi, quand je passais mes entrevues,
je n'avais pas compté le fait que j'allais avoir une déduction au niveau des taxes et ok, ma paye. Ok, yo. Ceux qui sont ici, tout le monde peut comprendre de quoi je veux parler. Donc, 2 semaines après, voilà, donc je vois la paye et je vois que cette paye-là, effectivement, voilà, donc c'est pas les calculs que j'avais faits, c'est pas que j'avais du tout. Donc, là, déjà, j'ai commencé déjà à être, à me poser des vraies questions. Je commençais à me dire, ah ben, si ce n'est pas ce que j'avais déjà initialement calculé, si c'est pas ce que je reçois, c'est que ça va être chaud. D'accord? Parce que déjà au pays, j'étais très, très bien payé, j'étais très arabe. Et quand je faisais les calculs, ce que je touchais au pays, c'était presque l'équivalent de ce que je touchais ici. Donc, ça a de sens. Exact. Donc, finalement, ça n'a pas vraiment trop de sens. Je commençais à me poser des vraies questions parce que si je touche la même chose au pays, c'est que mon pouvoir d'achat au pays est plus grand. Mais ici, le pouvoir d'achat, il est tout petit. Donc, il fallait m'occuper de ma vie ici, m'occuper du pays. Donc, l'inquiétude a commencé. J'ai commencé à me demander, est-ce que c'était vraiment, en fait, est-ce que c'est vraiment ça? C'est ce qui va devenir ma vie ici? Est-ce que j'ai envie d'être salarié ici, sachant que j'ai des compétences justement en fait en développement des affaires et la preuve c'est que la banque s'ils sont intéressés à mon CV, c'est que voilà quelque part en fait j'avais quelque chose d'intéressant à proposer sur le marché. Ouais. Donc c'est là j'ai de question en question, de questionnement en questionnement. J'ai voulu ne pas en fait avoir à vivre cette vie-là. Donc l'ambition était vraiment très très grande. Il fallait que je prenne des décisions qui vont totalement à l'opposé de ce que les gens dans mon entourage pouvaient prendre à l'époque. Ouais. Parce que je voyais que tout le monde avait cette vie tranquille, cette vie stable. Et la plupart d'ailleurs trouvaient que j'étais très chanceux à avoir cet emploi. Et justement, le seul qui n'était pas content de ça, c'était moi. Donc, et je me disais que c'était normal parce que les gens, ils comprennent pas ma situation, ils peuvent pas comprendre mon parcours. Donc, littéralement, il fallait agir. J'ai commencé aussi à réfléchir comme tout le monde en me disant que ce revenu seul, il va pas me suffire. Il me faut 2 emplois pour que je puisse en fait arrondir mes fins de mois. Donc, dans cette réflexion-là, je me suis dit, mais cependant, maintenant, le deuxième emploi, il doit pas être salarié. Okay. Donc, le deuxième emploi, je dois trouver un travail où je n'ai pas de plafond par rapport à mon revenu. Donc, je voulais travailler autonome. Donc, cette réflexion-là, je pense que ça fait toute la différence. C'est vraiment, en fait, l'origine, c'est le départ, justement, vraiment de toute l'aventure et tout ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui. Et comment, justement, cette aventure a débuté? Comment c'est venu dans ta vie salariale? Ben, l'aventure, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est venu déjà d'une forme de frustration. Oui, de décision que tu as prise. Une déception, tu comprends, où je me suis dit, non, ben, voilà ce que j'ai et l'ambition, la vision que j'ai ici, si je continue sur ce chemin-là et que c'est ce chemin que tout le monde prend ici, si je continue ça, naturellement, en fait, je vais avoir les mêmes résultats. Voilà, loi de cause à effet, quoi. Donc, juste les mêmes... Voilà. Les mêmes effets, les résultats, les mêmes résultats. Les mêmes causes provoquent toujours les mêmes effets. Ça va pas être différent. Donc, c'était à moi d'agir différemment. C'était ça la logique. Fait qu'il me fallait 2 emplois. Mais cette fois-ci, je me suis dit hors de question que je fasse 2 emplois salariés. Parce que 2 emplois salariés, ça veut dire 2 taxes. Tu comprends un peu. Et puis, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de choses. Et puis, je suis plafonné à tous les niveaux. D'accord? Parce que si on te paye à ça, peu importe ton potentiel et ta capacité, voilà quoi, à la fin de la semaine, ça va toujours être le même montant quoi, peu importe l'effort que tu aurais apporté. Donc, et moi, vu que j'avais des compétences spécifiques en vente, je me suis dit, ben, si je fournis, mais si je travaille dans une banque et que les tâches que je suis en train de faire actuellement, qu'est-ce qui m'empêcherait justement en fait de revendre ces mêmes compétences pour une autre entreprise et être payé pour ça. Ouais. D'accord? Donc, cette fois-ci, sans avoir justement, en fait, à avoir des limites et tout par rapport aux revenus. Donc, c'était très risqué, la décision. Ouais. Mais j'ai essayé de combiner les deux au départ. À un moment donné, j'ai réalisé que les deux, ils ne pouvaient pas aller ensemble. Donc, juste pour te faire une histoire courte, il fallait décider quel emploi garder. Justement. Et c'était rude. C'était l'étape la plus compliquée. Et comment aviez-vous fait pour prendre cette décision-là?
Cette décision-là, en fait, déjà, en fait, c'est aller d'un état d'esprit très, très, très fort, je dirais, parce qu'il fallait résister à la pression de l'entourage, de l'environnement, donc du cercle social. Ouais. C'était difficile de justement, en fait, résister à ça, parce que, voilà, la banque, c'est la stabilité, c'est une carrière, donc naturellement, tout le monde par amour, parce que les gens ils s'inquiètent pour toi, on t'oriente toujours vers ce qui est certain, c'est stable, ouais, tout dans un pays comme le Canada. Alors que moi, je voyais pas en fait forcément ça comme une opportunité qui était adaptée à moi. Je voyais ça comme en fait une barrière. Donc une limite parce que j'ai évalué après plusieurs discussions, j'avais compris que si je restais avec le même emploi après une année, je serais toujours au même niveau. Et le niveau où je serais après une année, en fait, je trouvais que ça ralentissait beaucoup plus mes ambitions. Donc, je voyais mon potentiel beaucoup plus grand que ça. Et justement, en fait, je voulais aussi aller dans le contresens de ce que les gens ont l'habitude de prendre ici comme décision. Parce que je voyais qu'au sein de la communauté, on a quasiment le même niveau, les mêmes trains de vie. Je me suis dit, si je rentre dans ça, le système, il va finir par me broyer. Donc, il fallait que j'essaye autre chose parce que la plupart, quand on arrive, on essaye des choses. Donc, moi, je voulais m'offrir cette chance-là d'essayer quelque chose de différent. C'est quelque chose que la plupart des décisions que les gens ils prennent pas. Et puis, voilà. Donc, quand j'ai eu ma première paye au niveau du deuxième boulot, j'ai trouvé que c'était trop risqué, c'est incertain parce que j'étais travailleur autonome, donc du coup, je faisais du porte-à-porte. Donc, je partais voir des clients chez eux, les proposer des services. Pour une autre entreprise, j'étais payé 100% en commission, donc il n'y a pas de salaire de base. Donc, c'est tellement quelque chose d'incertain pour eux. Mais je voyais, les gens, ils voyaient ça comme des limites ou des problèmes, et moi, je voyais ça comme une opportunité. Je voyais opportunité dans le sens où, voilà, je vais être payé exactement en fonction, à la hauteur de mon effort. Oui. Donc, si je pousse fort, je vais gagner plus. Oui. D'accord? Donc, du coup, moi, je voyais une forme de flexibilité. Alors que le premier emploi, il est salarié, il est limité, peu importe l'effort que je fournissais, je ne pouvais jamais gagner plus que ce qu'on a prévu que je gagne. Donc, ça veut dire qu'il y a une entité qui décide de ce que je gagne, peu importe mon effort. Alors que si je suis autonome, il n'y a personne qui décide de ce que j'obtiens si ce n'est pas moi-même. Donc, c'était vraiment une question d'état d'esprit, de mindset et tout. Donc, pour vraiment trancher et prendre les bonnes décisions. Donc, et moi, je n'étais pas venu ici pour faire quelque chose de confortable. On voulait faire quelque chose de payant. D'accord, c'était tout. Donc, je faisais la balance entre les deux. Je me suis dit, OK, le premier, il est très confortable, il est beau, c'est très gratifiant, c'est très intéressant de dire aux gens que tu travailles dans une banque. Mais est-ce que ça répond réellement à la vision que j'ai? Non. Non. Et je voulais moi-même, en fait, pouvoir décider tout seul, sans écouter personne, sans forcément, en fait, sans aucune influence. Donc, me baser sur mes expériences, ma vision de la vie et faire mes choix. Donc, ça a été très rude, mais à un moment donné, finalement, il fallait trancher et j'ai décidé de démissionner de la banque au bout de 2 mois. Ça, c'est une grande décision. Je suis très fasciné de ce que tu racontes, franchement. C'était la décision la plus difficile, honnêtement. Là. Ouais. Mais dis-moi, tu faisais du porte-à-porte avec Vidéotron, c'est bien ça? Exactement, c'est ça. Et comment les gens réagissaient face à toi? Parce que j'ai aussi une petite expérience en tout ce qui est commercial en Guinée. J'ai été agent commercial dans une banque, justement. Les gens, à un moment donné, te frustrent, refusent d'ouvrir la porte, refusent de te parler, te dénigrent, etc. Est-ce que tu as vécu ça? J'ai vécu pire que ça, honnêtement. Donc, j'ai vécu beaucoup de choses. Mais Boris, si tu veux, pour moi, tout a un prix dans la vie. D'accord? Donc, tout a un prix. Même l'inaction a un prix. Même si tu décides de ne rien faire, tu vas payer un prix parce que tu n'as rien fait. Justement, c'est très sûr. Et c'est ça. Fait que pour moi, tout a un prix. L'essentiel, ce qui compte le plus, c'est la direction que tu veux prendre. C'est pourquoi tu fais les choses, les raisons, les pourquoi. Donc pour moi, c'est ce qui est fondamental. Parce que quand ça devient difficile, c'est uniquement en fait tout ça qui te permet de tenir à un moment donné. Donc du coup, c'était challengeant, c'était rude, d'accord. Donc même tous les boulots sont rudes ici au Canada. C'est sûr. On est d'accord. Il y a aucun travail ici qui est facile. Non. Donc c'est pourquoi on aime dire que peu importe l'emploi pour lequel on te paye ici, à un moment tu vas commencer à le détester. On est d'accord. On sait savoir les gens, personne n'est heureux avec son emploi. Donc à la fin, c'est pas différent.
C'est juste que les réalités sont différentes. Ouais. Donc, il faut accepter les réalités de chaque emploi. Donc, justement, en fait, faire de la sollicitation, aller chez les gens, les proposer des services. Donc, du coup, les gens voyaient ça comme rude, compliqué. Moi, je ne le voyais pas comme ça. Moi, je vais travailler dans des tempêtes de neige, mon frère. C'est pourquoi je te dis, c'est encore pire. J'ai fait beaucoup de choses. Mais je me dis aussi, c'est ça qui m'a permis de construire tout ce que j'ai construit. Parce que c'est sur la base de tout ça, de toutes ces expériences, de ce parcours-là, c'est ça qui m'a ouvert des portes, c'est ça qui m'a permis en fait de connaître, de rentrer dans des écosystèmes auxquels j'aurais pas eu accès. D'accord? C'est ça qui m'a permis de découvrir des gens, et le fait d'aller solliciter, c'est une richesse. C'est ce que les gens ils comprennent pas. Pourquoi? Parce que ton emploi, il t'envoie chez n'importe qui et tout le monde ici au Canada. Et imagine, en fait, tu te fais un emploi qui te donne accès à tout type de personnes. Des multimillionnaires, des gens moins riches, des gens pauvres, tout type de personnes, mais tu as le droit de venir les voir, d'accord? Et puis, on ne peut pas juste être concentré sur juste les refus. Mais derrière les refus, il y a des gens aussi qui prennent des services, qui acceptent. Oui. Donc, c'est toi maintenant qui décides qu'est-ce que tu prends en considération. Est-ce que tu vas regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein? Donc, naturellement, moi, je préfère regarder le côté positif des choses. Donc, le côté positif, c'était que j'avais accès justement en fait à toutes les communautés ici. Donc, et le fait de voir les gens, rencontrer des gens tous les jours, rencontrer de nouvelles personnes, discuter avec de nouvelles personnes, tu développes des compétences encore davantage. Justement, des compétences en vente, mais ça a aiguisé mes compétences en vente. Ça a développé ma résilience. Et mieux que tout ça, ça m'a permis d'avoir une connaissance accélérée de l'écosystème canadien. Ouais. Ça m'a permis de vite connaître le pays, plus vite que la normale. Tu as fait ça pendant combien de temps? Quasiment, c'est sur cette base-là que j'ai ouvert mon entreprise. Tu te rappelles pas du temps exact? Cette période-là, c'était en 2022. C'est en 2022. C'était en 2022, justement. Je suis arrivé en 2021. J'ai commencé à travailler en banque dans la même période, juste 2 mois après. Donc, et les mois qui ont suivi, on est rentré en 2022. Donc, quasiment toute cette période-là, lorsque j'ai décidé d'abandonner le premier emploi, je me suis mis full-time, justement, en fait, sur le deuxième. Donc, je faisais de la sollicitation. Je vendais des services de télécom ici au Canada, dans les rues de Montréal. Donc, voilà, été, hiver, je le faisais. Et puis, parfois, on partait aussi dans des régions très reculées ici sur des projets. Mais pour moi, peu importe ce que ça peut paraître pour d'autres, mais c'était les meilleures expériences que j'ai eu à vivre ici, concrètement. Parce que cette étape-là, ça m'a donné des choses incroyables. Ça m'a permis en fait de comprendre des choses, de comprendre les réalités, d'être encore plus ambitieux parce que j'avais accès à des clients qui étaient très riches. D'accord, donc du coup, discuter avec ces gens, j'avais accès à eux, j'avais la possibilité de les poser des questions. Donc, ça m'a permis de rêver. Ça m'a permis de comprendre réellement que, en fait, la communauté ou le cercle social dans lequel j'étais en ce moment-là, il y a d'autres cercles sociaux. D'accord, donc je pouvais rêver encore grand parce qu'il y avait des gens qui sont à des niveaux élevés. Ouais. J'avais l'occasion de discuter avec eux, interroger leur parcours, comprendre comment ils ont fait. Donc tout ça, c'est des données, tout ça, c'est des data. Ouais. Ça dépend maintenant de qu'est-ce que tu veux faire avec. Donc, sauf que moi, derrière chaque porte, je voyais une opportunité d'apprentissage. Chaque porte, je vois une opportunité de gagner de l'argent parce que j'étais payé et je faisais beaucoup d'argent aussi. Ouais. Donc, ce que je faisais en faisant du porte-à-porte, je ne le faisais pas en banque. Est-ce que tu te rappelles de ton premier salaire? $1 700 une semaine. C'était le chèque qui a tout déclenché dans ma tête. Donc, tu t'es dit, là, je me suis dit, non, là, c'est le bord, c'est le ouais. Au fait, derrière les préjugés, il y a beaucoup d'argent à se faire. Donc, c'était incroyable pour moi. En fait, j'ai fait un chèque de $1 700, je ne vais jamais l'oublier. Donc, mon premier gros chèque, justement, en fait, en faisant la sollicitation, en faisant parce que tu n'as pas de limite sur tes revenus. Et exactement l'analyse que j'avais faite, elle était vraie. Donc, j'ai travaillé une semaine intensive parce que là, maintenant, j'avais commencé à avoir beaucoup d'expérience. Donc, je me suis fait un chèque de $1 700 en une seule semaine. C'était quoi ton ressenti? Beaucoup de fierté. C'était beaucoup de fierté, mais en fait, je pense que ça m'a donné encore plus faim. J'ai eu encore plus envie parce que là, je me suis dit, waouh, j'ai un emploi ici ou un travail qui me permet de gagner ça en une semaine. Imagine combien, si je reproduis la même chose, combien je peux gagner dans le mois. Ça, c'est
la paye éventuellement de 2 boulots combinés en un seul. Donc finalement, c'était pas aussi difficile que ça. Donc pour moi, en fait, l'effort dépend toujours de ce que je gagne à la fin. Moi, c'est ça mon état d'esprit. Donc, peu importe en fait le travail que tu me donnes ou que je dois faire, si à la fin, j'obtiens ce que je veux, je ne vois pas la difficulté de ce travail-là. Donc, c'est après avoir reçu ces $1 700 que tu es reparti voir la banque pour signer la BD. En fait, si tu veux, j'étais déjà parti. D'accord, j'étais déjà parti. Déjà parce que je voyais des gens faire des gros montants. Je voyais dans cette industrie-là, les gens font beaucoup d'argent. D'accord, les gens autour de moi, je voyais les gens, j'avais d'autres collègues. Donc, c'est vrai que je le faisais pas à temps plein. C'était la banque que je faisais à temps plein. Mais fait que je voyais les gens faire beaucoup d'argent et je voyais des chèques. Et je me suis dit, mais... et la logique aussi, en tant que travailleur autonome, elle est connue de tous, là. C'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Si tu es au travail autonome, tu n'as pas de limite en revenu. D'accord. Donc, et moi, c'est ça qui m'intéressait. Fait que j'ai risqué, donc, et j'y ai cru. Et mon mindset à l'époque, c'était que s'il y a une seule personne, justement, en fait, qui excelle dans ce domaine, qui font de l'argent, malgré tout, je veux faire partir, justement, en fait, de cette une seule personne-là. Ça veut dire que ça fonctionne. Si ça fonctionnait pas, il y a des gens qui vont pas tout abandonner pour le faire. Il y avait des collègues qui juraient que par ça. Et c'était un environnement qui était très stimulant. C'était un environnement qui parlait business, c'est un environnement qui parlait argent, commission. Donc les gens sont motivés. C'était totalement différent du monde dans lequel moi je suis. Donc, et le premier facteur positif dans mes décisions, c'était justement vouloir changer de cercle social. Même aujourd'hui, ça fait partie des choses que j'enseigne. Lorsque je fais de l'accompagnement ou je fais du mentorat, c'est justement dire aux gens, ici, l'une des premières clés, c'est déjà bien choisir ton cercle social. Si tu as un bon cercle social et puis que tu es avec des personnes qui parlent croissance, qui n'ont pas de limites et tout, naturellement, en fait, ta réalité devient aussi leur réalité. Leur réalité, ça devient ta réalité. Est-ce que ton cercle t'a permis de réussir, d'être là où tu es aujourd'hui? Le nouveau cercle, à travers cet emploi-là, c'est ça qui m'a permis d'être là où je suis. À travers quoi ils t'ont aidé? À travers quoi? Déjà, en fait, l'état d'esprit qui était dans cet environnement-là, il était totalement basé sur la croissance. Parce qu'en fait, quand t'es entre la vente, c'est un milieu très challengeant. Ouais, D'accord? Donc, chaque semaine, tu es en train de chercher des objectifs. c'est sûr. Chaque semaine, tu veux faire plus d'argent. Donc, quand tu es dans un écosystème comme ça, où il y a plusieurs autres personnes comme toi qui sont drivées par les mêmes choses, Ouais, tu développes en fait ce mindset de résilience à un moment donné. c'est sûr. D'accord? Donc, ça, c'était déjà un facteur clé. C'est ça. Hein? Mais en même temps, autour de moi, je voyais des gens faire beaucoup d'argent ici. D'accord? Donc, je voyais des gens faire autant d'argent qu'on m'a toujours fait croire qu'on ne peut pas faire cet argent ici au Canada. Dans mon environnement proche, on me disait non, ici, tu ne peux pas faire plus que ça. Mais dans mon environnement de travail, dans cet écosystème, je voyais des gens faire 4 fois, 5 fois plus que ça. Wow. Donc, du coup, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas là. Donc, naturellement, j'étais en train de me dire, waouh, ok, là, c'est moi qui choisis le camp dans lequel je dois être. Tu vas... Et naturellement, j'ai commencé à me dire que, waouh, même si je n'ai pas encore tout ce que je veux, mais il y a des gens, je traîne avec des gens qui ont ces résultats-là. Ouais. Et vu que je crois qu'on est toujours tous le fruit de notre environnement, je me suis dit, plus je suis exposé à cet environnement-là, forcément, avec la force du travail, je vais finir moi aussi, justement, en fait, à un moment donné, à saisir des opportunités, à tracer mon chemin, à oser, à croire que tout ça, c'est possible. Et c'est vraiment de ça, de ce point de vue que cet environnement a pu m'aider à l'époque, mais pas que ça, parce que c'est à travers cet environnement, justement, en fait, j'ai développé mon réseau, j'ai eu accès à des gens, à d'autres entrepreneurs, grands entrepreneurs, des personnes déjà qui m'employaient, j'avais accès à eux, j'avais la possibilité d'apprendre d'eux, de poser des questions, d'interroger leur parcours, de commencer moi aussi à un moment donné à me dire que waouh, finalement, on peut ne pas s'intégrer au Canada seulement par le salariat, on peut s'intégrer aussi
à travers l'entrepreneuriat. C'est possible. C'est des immigrants, c'est des gens qui le font. Ouais, C'est vrai que je ne voyais aucun Guinéen dans cet écosystème-là. c'est sûr. Et je rêvais être moi le premier Guinéen aussi qui arrive aussi à intégrer un milieu comme ça, aussi à s'imposer. Alors que je n'étais pas encore grand-chose. Mais c'était un milieu qui était dominé par des Haïtiens, des Arabes, des Algériens, des Marocains. Parfois, je voyais ça, j'étais jaloux. Je voyais qu'est-ce qu'ils font, leur train de vie. Je dis, waouh, il n'y a aucun Guinéen dans cet écosystème-là. On ne voit même pas de Guinéens dans un monde comme ça. Donc, tu t'es dit que tu devais être le premier. Je me suis dit, peut-être que je peux être le premier Guinéen à percer ce cercle-là, moi aussi un jour, quitter la phase de travail autonome et puis devenir moi-même aussi entrepreneur. Donc, c'est ce mindset qui m'a animé durant mon parcours. Et est-ce que c'est par amour pour l'argent que tu es parti dans ce sens ou c'est par amour pour l'entrepreneuriat? Je pense que c'était pas forcément par amour. Déjà, naturellement, je voulais faire de l'argent. Parce que j'ai pas d'autre choix, on est au Canada. Tu as des factures à payer, c'était pas évident. Mais moi, en fait, je suis drivé par la croissance. D'accord? En fait, j'ai une mentalité, j'ai un mindset de croissance. C'est que je suis tout le temps drivé par faire plus, avoir de l'impact. D'accord? Donc, m'imposer. Je suis très compétitif. D'accord? J'aime les défis, j'aime les challenges. Donc, et cet écosystème-là, c'était le meilleur environnement pour stimuler ma créativité, pour stimuler cette capacité. Donc, quand j'ai commencé, je n'étais même pas sûr au départ que j'allais avoir une entreprise. Donc, c'est sûr que je les faisais d'abord pour de l'argent, parce que c'est ça qui me motivait au départ. D'accord? Parce que je voulais payer mes factures, je voulais faire beaucoup d'argent, je voulais faire plus d'argent que mon environnement immédiat, je voulais encore gagner plus d'argent que le monde salarial. C'était comme un défi pour moi pour me prouver effectivement que c'était pas une mauvaise décision. D'accord? Et que j'ai pris un chemin que beaucoup ne prennent pas et qu'à la fin, en fait, je ne m'étais pas trompé et que c'est vraiment, je suis dans ma zone de génie. Mais voilà quoi, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc, en évoluant, déjà, j'ai commencé à m'imposer, je commençais seul à faire beaucoup d'argent. Donc maintenant, à un moment donné, il fallait rêver encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. C'est à ce moment qu'est né Djomka. Djomka est venu un peu plus tard. Donc Djomka aussi est venu avec un processus parce que j'étais travailleur autonome, d'accord? Donc l'écosystème dans lequel j'étais, je vendais et je faisais ma commission. Ok. D'accord, maintenant, après, j'ai observé l'environnement, je me suis développé petit à petit, j'ai essayé de voir tout ce qu'il y avait comme opportunité à saisir. D'accord. Donc, moi, j'avais développé mes capacités de management et de gestion. Donc, je commençais maintenant, en fait, à avoir plus l'ambition aussi de me dire que là, je vends tout seul et je fais de l'argent, mais il n'y a pas d'effet de levier. Ok. D'accord, il n'y a aucun effet de levier. D'accord, donc il fallait créer un effet de levier. L'effet de levier, ça serait quoi? Ça serait aussi de former des gens, recruter des gens, vu que j'ai déjà de l'expérience en les formant, si eux aussi devenaient vendeurs et qui faisaient des commissions et que je sois payé pour mes commissions et sur leurs commissions. Ouais, ça c'est stratégique. Donc, c'était ça en fait, la réalité. Et c'est de là, en fait, de ce parcours-là, à la recherche justement, en fait, de cet effet de levier que, à un moment donné, je me suis retrouvé effectivement, en fait, à recruter, bâtir des équipes, d'accord, et puis des équipes performantes que moi-même j'ai formées, que moi-même j'ai eu à développer, qui vendaient aussi. Donc, du coup, à un moment donné, je devais être payé pour mes commissions personnelles, mais aussi recevoir, en fait, des commissions par rapport à ce que eux aussi, ils arrivaient à vendre. À ce moment, est-ce que tu te rappelles de la plus grosse somme que tu as réussi par mois? Je pense que c'est des périodes où je faisais des 6 000, des 7 000 $ chaque mois. Ce que tu ne recevais pas dans la banque? Impossible. Impossible. Parce qu'en fait, le système salarial est fait de telle sorte que, ceux qui comprennent, ceux qui ont évolué dans certaines grandes entreprises peuvent comprendre qu'il y a un certain niveau, un certain salaire, tu ne peux le faire que par l'ancienneté. Ok? Donc, c'est plus tu dures dans la boîte qu'il y a certains privilèges que tu gagnes. Ok. Alors que moi, en moins d'une année, j'ai commencé à faire un emploi, justement, en fait, où je pouvais toucher les 5 000, les 6 000 $ par mois. Simplement parce que, effectivement, la logique, en tant que travailleur autonome, c'est que tu n'as pas de limite. Ouais.
Tu fais ce que tu veux. Créer des leviers, d'accord? Donc, voilà, recruter, former, ils vendent et puis tu gagnes. Et puis, si tu veux, tu peux justement, en fait, proposer tes services pour plusieurs entreprises. Tout ça aussi, c'est des leviers. Et puis, au lieu qu'une seule entreprise te paye, et puis plusieurs entreprises te payent. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça fait aussi partir des choses que j'enseigne souvent, c'est de dire que l'une des stratégies clés ici quand tu arrives au Canada, c'est d'essayer de développer des compétences spécifiques dans des domaines spécifiques. Comme quel domaine? D'accord, dans plusieurs domaines, d'accord. Il faut juste que ça soit des compétences spécifiques. La vente, c'est une compétence spécifique, d'accord. Donc, le digital, le marketing, c'est des compétences spécifiques. Donc, l'essentiel, c'est quoi des compétences spécifiques? C'est des compétences où tu peux justement, en fait, le proposer à plusieurs autres personnes et puis tu es payé par rapport à ce que tu fais pour eux. OK. Donc, il faut cibler justement, en fait, ces compétences-là. Il faut cibler justement en fait ces petits détails parce qu'à un moment, c'est ça qui te permet de les monétiser. Et tu pourras monétiser en ce moment-là tes compétences, ces capacités-là, créer des leviers. Et puis, ces leviers te permettent justement d'avoir plusieurs revenus. Donc, j'en vois beaucoup autour de moi. D'ailleurs, je mentor plein de jeunes et c'est quasiment en fait les mêmes logiques. C'est dans plusieurs domaines. Donc, ça peut être dans le domaine informatique, d'accord? Donc, tu as une compétence spécifique, d'accord? Donc, tu travailles aujourd'hui pour cette entreprise-là. Pose-toi la question, OK, ce que je fais pour cette boîte-là, est-ce que je peux le proposer à d'autres entreprises et qu'eux aussi me payent pour le même travail que je suis en train de faire en ce moment en tant que salarié? Ouais. En se posant ces questions-là, finalement, en fait, je pense que ça germe, en fait, une perspective un peu plus différente. Donc, tu commences à démystifier certaines choses à la base que tu pensais non, c'est pas accessible. Donc, j'en vois beaucoup aujourd'hui autour de moi à travers ce conseil-là où beaucoup de gens, ils appliquent exactement les mêmes choses et ça fonctionne. Donc, j'en connais beaucoup aujourd'hui des proches. Ils ont un emploi stable, mais en même temps, ils sont autonomes. D'accord? Donc, du coup, ils travaillent en tant que salariés une partie de la journée, mais l'autre partie de la journée, justement, en fait, ils proposent leur propre service à d'autres entreprises. Donc, ils sont payés pour les deux. C'est ça. Donc, tu as créé l'effet de levier. Exact. Ça t'a permis de créer Djonka. Exact. Quels ont été les obstacles que tu as rencontrés? Parce que il faut savoir que créer une entreprise en Occident et créer une entreprise en Guinée, c'est deux choses différentes. Je pense que les obstacles, en fait, si on doit rentrer là dans les détails, on ne va pas finir le podcast. On va faire ça. Mais de vers sa cour, l'un des plus grands. Les obstacles, en fait, c'était beaucoup d'adversité. L'écosystème dans lequel j'évoluais, en fait, je commençais à être très influent. Et on me voyait très ambitieux. Donc, je venais d'arriver aussi. J'ai trouvé des gens là. Plus tout ce que je te dis là, j'avais pas encore fait 1 an au Canada. Ouais. C'est incroyable. Fait 1 an là. D'accord. Donc, du coup, c'est sûr que mais ce que j'aime beaucoup le Canada, c'est ce que souvent j'aime dire, quand tu arrives ici, efface toutes les barrières limitantes que tu peux avoir. Arrête de penser que tu vas pas avoir accès à X parce que tu es noir, parce qu'il y a ça. Non, le Canada, il récompense en fait les personnes qui se positionnent bien. Ouais. C'est clair, tu vois, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il récompense les gens qui se positionnent bien, d'accord? Il valorise la valeur que tu apportes sur le marché. Aussi simple que ça. Et c'est ça qui m'a aidé. Si ça, c'était pas réel, du fait que je venais d'arriver, c'est sûr qu'il y a beaucoup de portes qui se seraient fermées pour moi. C'est sûr. Mais les portes ne sont pas fermées parce que les gens, ils s'en foutaient de savoir, je viens d'arriver, je viens d'où, ça intéressait personne. Ce qui intéressait vraiment les gens, c'est ce que j'étais capable d'apporter concrètement sur le marché. Donc, et c'est ce que j'ai fait. Donc, les barrières, les vrais défis que j'avais eus, c'était en fait beaucoup de blocus. Quand les gens, ils ont compris un tout petit peu l'ambition que j'avais, bon, j'en connais beaucoup qui ont essayé, voilà, donc de me fermer des portes, de passer par l'intermédiaire de d'autres personnes pour ne pas justement, en fait, les gens voyaient un tout petit peu la direction que je prenais, l'ambition que j'avais. Donc ça m'a beaucoup fatigué à un moment donné, vraiment. Ça m'a tellement fatigué à un moment donné que j'ai vécu une période où j'ai failli tout perdre. Donc, j'ai failli tout perdre. Donc, du coup, je me suis retrouvé 2 mois à travailler sans revenu. Mon équipe et moi, on n'avait rien du tout parce que j'avais pas d'opportunité. Il s'est passé beaucoup de choses qui m'ont privé de beaucoup de choses. Ces 2 mois-là c'était les 2 mois les plus difficiles à cette période-là. Donc, à tout point de vue, ça allait pas bien. Dans ma vie personnelle, ça allait pas bien. Au niveau de l'emploi aussi, ça allait pas bien. Donc, imagine en fait tout ce que j'ai imaginé au départ, tout ce que je commençais à construire à un moment donné. Et puis, j'arrive à un certain niveau. Et puis, boum, tout bascule. Il y a tout qui veut basculer. Donc, très compliqué. J'ai passé des semaines où je faisais pas d'argent. Mes loyers, j'étais obligé d'appeler en Afrique pour que
Ouais. pour demander de l'aide, pour la payer. Donc, c'est des parties de ma vie qui étaient très, très difficiles en ce moment. C'était très compliqué parce que, voilà, tout est né qu'à un fil. Tout est né qu'à un seul fil. Est-ce que retourner à la banque n'était pas venu en tête? Je pense que en ce moment-là, je ne me suis pas beaucoup vraiment focalisé sur ça. Moi, je suis quelqu'un, en fait, j'aime beaucoup le tunnel vision, tu vois. C'est que pour moi, quand je veux ça, je veux ça. Je mets tout mon focus là-dessus. C'est-à-dire, je vais pousser tellement fort que je vais aller d'abord, si ça ne fonctionne pas, je dois me casser les dents. Et puis après là, maintenant, je commence à réfléchir. Mais je suis très obstiné comme personne. Donc, en ce moment-là, je n'avais en fait rien de concret devant moi qui me rassurait que la situation, les choses allaient s'améliorer. Mais je voulais continuer à avancer pareil. Donc, parfois, même avec du recul, je me demande c'était quoi cette flamme-là qui me gardait, qui me permettait justement de tenir. Lorsque je regardais mes gars, personne n'était payé, on n'avait pas de revenus. L'opportunité qu'on avait s'est bloquée pour d'autres raisons que nous-mêmes on ne comprenait pas. On a subi en fait la réalité. Le partenaire avec lequel on travaillait a décidé d'arrêter de travailler avec nous tout d'un coup. Donc, tout s'écroule tout d'un coup là. Est-ce qu'ils t'ont abandonné, ton équipe, par exemple? Je pense que la chance que j'ai eue, c'est que l'équipe ne m'a pas abandonné parce que en fait, j'avais un très, très gros leadership. C'est des personnes qui me faisaient beaucoup confiance. Et en fait, je me suis dit à l'époque, voilà, il fallait que je trouve des solutions pour eux. Voilà, parce que aussi, leur vie dépend de ça. Ils me font confiance. Et aujourd'hui, c'était des personnes qui commençaient à gagner bien leur vie à travers moi. Mais en fait, c'est plus eux qui me faisaient souffrir le plus. C'était même pas ma situation qui m'inquiétait. Ouais. Parce que parmi l'équipe, il y avait des gens qui étaient mariés, qui avaient des familles. Il y a des gens qui croyaient justement en fait au projet. Et on est tous des travailleurs autonomes. Tu te dis, si tu vends pas, si tu n'as pas d'opportunité, tu n'auras pas d'argent, mon ami. Non. Et au Canada, ici, ça fait peur tout le monde. Non, Tout le monde. il fallait trouver une façon de garder l'équipe motivée, mais il fallait justement en fait rassurer que tu vas aller trouver des solutions et que tu allais ramener d'autres opportunités pour vous. Donc, c'est en ce moment, en fait, j'ai commencé à taper à toutes les portes. Donc, commencé à taper à des portes, commencé à user de la petite influence que j'avais eue. Mais c'est ça qui rendait la tâche difficile parce que je tapais à des portes où les gens, ils ont fermé les portes. Ouais. Justement. Tu vois, donc, où les gens, on voulait pas que j'arrive là où je voulais partir. Parce quand je tape une porte, avant que j'arrive, il y a quelqu'un déjà qui a dit, ah non, Cheikh, il est comme ça, c'est ça, il est comme ceci. Voilà, donc c'était très, très, très difficile. Donc, c'était tellement incertain que, tu vois, c'est à ce moment où tu n'as aucune idée de qu'est-ce qui peut arriver. Ouais, de la suite des choses. Tu n'as aucune idée. Non. Tu vois, la seule chose que tu as, c'est ta conviction personnelle que il faut que quelque chose se fasse. Ouais. Il faut que tu fasses la différence. Il faut que tu trouves des solutions. Donc, voir l'équipe autour de moi, ça me motivait. Je me disais que je n'avais pas le choix. Donc, il fallait que je ramène quelque chose pour eux. Il fallait qu'ils sont là pour moi. Ils me font confiance. C'est des personnes qui croient en leur potentiel, mais qui croient aussi à ma capacité, Ouais. en fait, de les apporter des solutions. Donc, il me fallait aller trouver d'autres contrats. Donc, il me fallait aller trouver d'autres opportunités pour qu'on puisse justement, en fait, recommencer encore à proposer nos services à vente et puis à être payé. Et comment tu as fait cela pour retrouver d'autres contrats? Donc, l'audace, vraiment, l'audace. Je me rappelle, en fait, de cette journée-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Le partenaire, en fait, pour lequel on travaillait à l'époque, a arrêté de travailler justement pour la boîte dans laquelle j'évoluais. Parce qu'il y avait eu des conflits entre eux, donc du coup, ils ont simplement, en fait, coupé le contrat. Et nous, on était des victimes, justement, en fait, de ça. On est travailleurs autonomes, on travaille au sein de cette boîte-là. Donc, quand la situation est rendue à ce niveau-là, j'ai tapé à d'autres portes, comme je te le dis, aucune porte ne s'ouvrait. Voilà, j'ai simplement, en fait, eu l'audace d'aller aller à la source, quoi. C'est-à-dire la boîte même qui a donné le contrat, oui, l'église dans laquelle je travaillais à l'époque, ouais, il est voir direct. Donc, j'ai pensé, je me rappelle ce jour, je suis allé en ligne, j'ai trouvé leur adresse, je suis allé me pointer dans leur bureau, puis direct à Montréal, c'est incroyable, direct, ma tête et tout. Je suis arrivé ce jour-là à 9h dans leurs locaux et puis je suis venu directement et j'ai demandé à voir le responsable. Et j'ai trouvé en fait un monsieur à la réception et tout, il ne comprenait pas en fait. Il me dit, mais oui, tu veux voir le responsable pour quelle raison? Je dis, je voulais lui parler parce qu'il y a une situation, vous êtes en train de en fait amener beaucoup de gens au chômage.
des décisions qui amènent les gens au chômage. Nous, on travaille fort, on a de très grandes ambitions, on est sérieux, on fait tout ça, mais votre dernière rupture de contrat avec X entreprise a causé beaucoup de dommages. Et moi, je fais partie de ces dommages-là et je viens pour demander à ce que, en fait, on soit rétabli. Donc, c'était tellement osé que le monsieur il me regardait, il comprenait même pas, en fait, avec quel courage, en fait, je me pointais. Ils me connaissent pas, ils me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Et puis, c'est pas avec moi, ils traitent avec l'entier. C'est en mode, mais va voir l'entreprise à laquelle tu appartenais. Tu vois, mais en fait, c'était le point déclencheur. Ouais. Donc, comme pour dire, en fait, quand tu as une conviction ferme par rapport à des choses et que tu sais bousculer les choses, tu sais oser parfois, la plupart des portes finissent par s'ouvrir. Non, mais c'était audacieux, franchement. Très, très audacieux. Avec du recul, parfois, je m'assois, je me demande, c'est comme je te dis, je me demande c'est quelle flamme. Mais je pense aussi c'était vraiment cette volonté d'apporter quelque chose pour l'équipe. D'accord, parce que je voyais des gens, ils me faisaient de la peine et tout. Donc, on était là à 2 doigts de tout perdre là. On allait tous se retourner sur le marché de l'emploi où on serait obligé d'une manière ou d'une autre, vu qu'on est des vendeurs, trouver d'autres marchés encore. Mais on était déjà confortable avec ce qu'on faisait. Donc, c'était très, très difficile. Mais donc, il fallait, voilà quoi, il fallait foncer. Il fallait foncer. Il fallait aller casser une porte. Et c'est ce que je me suis, en fait... c'est ce que j'ai décidé de faire ce jour-là. Donc, je suis allé dans ce bureau à Montréal ici. Et puis, voilà, je suis allé avoir cette conversation difficile avec cette entreprise ce matin-là. Donc, après cette rencontre, Djonka est redevenu normal. Djonka n'était pas encore créé. Ah, Djonka n'était pas encore créé. Djonka n'était toujours pas créé. Là, nous parlons de l'effet de levier que tu as mis en place. Tout ce talent, j'étais juste travailleur autonome, j'avais juste des effets de levier. Djonka n'était pas encore créé jusqu'à date. Et comment Djonka était quoi là? Et maintenant, voilà, de façon très très simple, c'est pour créer une entreprise, même si tu as une entreprise, tu as des services produits à vendre. Et d'une manière ou d'une autre, il te faut un marché, il te faut un contrat. Sans ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. On est d'accord. Donc, du coup, à cette étape-là, il n'y avait rien. Maintenant, cette décision que j'ai prise pour aller justement, en fait, aller rencontrer cette organisation-là, pour rappeler certains détails et pour demander à ce qu'on nous redonne en fait un marché, mon équipe et moi, même si c'est ça mon mindset, c'était comme, même si vous ne voulez plus travailler avec X entreprise là, mais nous, on est des victimes. Oui. On est d'accord et on est bon. Ouais. Donc moi, je suis venu avec cette conviction-là pour dire, on est bon. Je suis très très bon. Allez-y, regardez mes statistiques. Je fais partie des meilleurs de cette industrie-là. Ouais. Donc, allez-y, regardez mes statistiques, vu que vous y avez accès. Ouais. Et puis, vous verrez effectivement, si vous avez décidé d'arrêter de travailler avec X entreprise là, donc, il y a plusieurs autres bons vendeurs que vous perdez en même temps. D'accord? Et moi, je ne peux pas, je ne le cautionne pas, je ne l'accepte pas parce que je pense qu'on a une vraie valeur ajoutée pour vous. Donc, le discours était très poignant et très, très confiant. Ouais. Donc, du coup, ça a intrigué, en fait, le monsieur. Il a dit, écoute, vas-y et puis laisse ton numéro et puis on te recontactera si on a besoin de nouveaux vendeurs ou si on a besoin de nouveaux représentants ou on va analyser la situation et puis on te revient. Donc, je leur ai dit, à part moi, j'ai une équipe derrière. Donc, du coup, si je viens, j'ai une force de vente. Donc, et mes capacités, en fait, sont déjà fait prouver. Ouais. La boîte avec laquelle pour laquelle on travaillait à l'époque, ouais. J'étais l'un des meilleurs de cette boîte-là. Donc, j'étais un membre influent. Donc, du coup, vous n'avez absolument rien à perdre de travailler avec nous. Et vous n'avez rien à perdre en m'acceptant et en nous donnant justement en fait une chance. Donc, je pense que ça a résonné en eux. Et puis, après quelques jours, ils m'ont recontacté. Okay. Donc, lorsqu'ils m'ont recontacté justement, en fait, ils m'ont recontacté en me demandant qu'est-ce que je voulais. Donc, c'était pour dire, OK, on a analysé effectivement en fait tes statistiques, on voit que tu étais très bon, on voit ça. Tout ce qu'on reprochait à l'entreprise en question, on ne le retrouve pas vraiment, t'es pas concerné. Ouais. Donc, on me demandait qu'est-ce que tu voulais et moi, j'ai répondu que je voulais en fait, je voulais ma chance. Je voulais une opportunité. Je voulais réintégrer justement en fait l'industrie. D'accord? Donc, du coup, ils m'ont dit, écoute, nous, on
nous, on n'est on n'est pas une entreprise avec qui tu peux travailler Directement. D'accord. Donc, mais nous, on envoie les marchés, mais on n'est pas une entreprise avec qui tu peux travailler directement. Ce qu'on va faire, on va aller justement en fait voir dans l'écosystème une entreprise avec qui tu pourras travailler directement. Maintenant, si eux, ils t'acceptent, il n'y a pas de problème. S'ils ne t'acceptent pas, ben voilà quoi, on sera désolé pour toi. Ouais. Donc, c'est ainsi justement en fait, ils m'ont mis en contact avec justement une autre entreprise et le patron de cette entreprise aujourd'hui, c'est mon mentor. C'est lui qui a décidé de me redonner une nouvelle chance. Donc, lui aussi, il avait entendu parler de moi. Et souvent, c'était beaucoup de personnes qui me dénigraient. Mais voilà, je pense qu'il a été très visionnaire et tout. Quand il m'a vu, il a vu en fait la même audace, il a vu la même rage, il a même vu la même envie. Et puis, il a décidé de me dire, écoute, Cheikh, malgré tout ce que j'entends de gauche ou de droite, moi, j'ai décidé d'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec toi et qu'est-ce que tu peux apporter à la boîte. Moi, je lui ai dit une seule chose, je lui ai dit, il s'appelle Jean, et en passant, je le dédicace. Donc, je lui ai dit, écoute, la seule chose que je te demande, c'est, je veux juste que tu me fasses confiance. Donc, je veux juste que tu m'évalues en fonction de ce que je suis capable de faire, ce que je suis capable d'apporter pour ton entreprise. Pas ce que tu as entendu, non. Fais-moi confiance. Mais par contre, ce que j'aimerais, c'est que une fois que j'apporte ce que j'ai à apporter, j'aimerais que tu m'aides justement, tu m'accompagnes dans la création de ma propre entreprise maintenant. Okay. Avec tout ce qui s'est passé là, je pense que ce qui serait mieux pour moi, ça serait justement en fait d'incorporer mon entreprise et puis d'avoir le marché au nom de mon entreprise. Au nom de l'entreprise. Donc, peu importe ce que cela me coûterait, peu importe ce que cela voudrait, mais c'est la vision et c'est la direction dans laquelle je veux partir. Et c'est lui qui m'a fait confiance sur cette démarche-là. Et il m'a dit, on va commencer et puis on verra la suite. Voilà les objectifs que tu as à atteindre. Et si ces objectifs-là sont atteints, avec plaisir, je serai ton nom. Mais tu ne dois pas me décevoir. Il a posé ses conditions et moi, j'étais in. J'ai dit, OK, on y va. Quelque chose qui était supposé être fait au bout de 4-5 mois, moi, je l'ai fait au bout de 2 mois. Ouais. Donc, j'ai apporté un gros chiffre d'affaires en fait à son entreprise. Donc, voilà, c'était ça le deal. C'est que si on travaille, voilà ce que je veux que vous atteigniez comme chiffre d'affaires pour ma boîte. Ton équipe, vous êtes bon, vous êtes fort, tu dis que tu es fort. Vous allez devoir me le prouver. Et si tu le prouves et que ça, les choses sont bien faites, je deviendrai en fait ton ambassadeur ici dans cette organisation-là. Et puis justement, en fait, je deviens ton nom. On va créer ce que tu veux. Et puis, moi, je serai là, la personne qui va te soutenir et puis qui va t'accompagner dans cette ambition-là. Donc, ce monsieur, voilà, comme on le dit, la préparation qui rencontre l'opportunité. Ouais. C'est souvent ce que je me dis. C'est pourquoi je me dis, la chance, elle existe, mais je préfère souvent dire que c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Parce que on était prêts, j'étais prêt. Ouais. Et là, je venais de rencontrer l'opportunité de ma vie. Donc là, les deux se sont captés. Donc là, j'ai travaillé pendant cette période comme un fou malade. J'ai perdu du poids, je me rappelle à l'époque, j'ai perdu 12 kilos. Ouais. Parce que tu marchais trop. C'était intense, c'était pas que marcher, c'était stress, pression, c'était beaucoup de choses, c'était très challengeant. Ouais. Donc du coup, mais grâce à Dieu, en fait, on a relevé ce défi avec bio. Et puis voilà, quand tous les objectifs étaient atteints, il était le premier heureux, lui, d'ailleurs. Donc il m'a dit, OK, Cheikh, c'est bon. C'est ça, qu'est-ce que tu veux? Là, je l'ai dit, il m'a dit, là, tu peux plus agir en tant que travailleur autonome. J'ai dit, effectivement, là, je vais agir en tant qu'une entreprise. Et c'est mon entreprise qui a les marchés. Et c'est mon entreprise qui a le contrat. Donc, et c'est ainsi que le frère de... Exact. Donc là, on est allé à la Registraire du Québec. C'était le 28 novembre. J'ai encore des photos. C'est sur mes pages. Cette photo-là, elle est sur mon Instagram, je crois. Donc, on est allé à la Registraire du Québec le 28 novembre 2022 pour enregistrer mon entreprise. Donc, une fois que l'entreprise a été enregistrée, il m'a accompagné pour l'obtention du contrat. Il m'a donné une subvention. Et voilà, cette subvention et cet accompagnement m'a permis de prendre mon premier bureau à Montréal. Donc, c'était sur Harry Bourassa à l'époque. C'était depuis l'année 2023. Parce que dans fin d'année 2022 que j'ai incorporé,
Donc, le temps des procédures, paperasse, tous les détails, à partir du début d'année 2023, voilà, Jomka a commencé à opérer de façon plus concrète, avec un bureau, avec une équipe, avec une administration construite. Et depuis lors, la machine, elle s'est plus arrêtée. Donc, voilà. Tu sais, tu es rempli d'histoire, tu es rempli d'enseignements, franchement. Mais dis-moi, s'il y a 3 qualités que tu aimerais que tout entrepreneur se développe, quelles seraient ces qualités? Je vais aller direct. Avoir une vision, Une vision. d'accord? Avoir un pourquoi qui est associé à cette vision-là. Il faut que tu saches où tu vas et pourquoi tu vas là-bas. On est d'accord? Ouais. Être résilient, très très résilient. Et puis comprendre que, voilà, c'est que si tu t'es fixé comme ça, comme direction, et que tu y crois fort, et que l'univers doit conspirer pour que tu atteignes cet objectif-là. Donc, être très résilient. Et puis, le dernier point, c'est, voilà, accepter, supporter l'échec. Apprendre à dealer avec l'échec, c'est-à-dire les moments difficiles, tu comprends un peu, et puis avoir cette capacité de résister quand tout le monde doute de toi, quand tout le monde ne te fait pas confiance, quand les choses ne vont pas bien, ou quand parfois tu n'as pas les résultats que tu veux obtenir. Et pour toi, quelles sont aujourd'hui les plus grandes erreurs que les jeunes entrepreneurs africains font très souvent? Bon, je vais cibler plus la communauté parce que je suis issu de cette communauté-là. Des entrepreneurs de notre communauté, j'en vois pas beaucoup. Je trouve que c'est dommage. Et aujourd'hui, mon rêve, c'est qu'il y en ait mis. Donc, le conseil que je vais donner, ce serait même pas, c'est plus des erreurs que je vais souligner, ça c'est même pas pour les entrepreneurs de la communauté, d'accord? Parce qu'il y en a pas beaucoup. C'est plus un conseil ou des erreurs que je vais adresser à toute la communauté, d'accord, dans son ensemble. C'est simplement pour dire que on a souvent beaucoup de mauvais préjugés lorsqu'on arrive ici. Donc, on juge mal les choses et puis on n'exploite pas notre plein potentiel. Donc, je rencontre beaucoup de gens de la communauté super intelligents avec du gros potentiel, mais qui n'exploitent pas vraiment leur potentiel parce qu'ils sont dans un écosystème qui est très limité, un cercle social très limité, qui les limite énormément, qui limite leur ambition, qui les rappelle chaque fois non, ici tu peux pas faire ça, ici tu peux pas obtenir ça. C'est déjà de comprendre que tout ça c'est faux. Ouais. C'est d'accepter de casser cette barrière complètement. Partout où tu es en ce moment-là, si justement en fait tu as une ambition, tu es arrivé au Canada avec un rêve, tu es arrivé au Canada avec une vision, que ce soit dans la création d'une entreprise, que ce soit dans le but de faire beaucoup d'argent, que dans le but d'avoir beaucoup d'impact, il faudrait juste que tu te dises que c'est 100% possible que tu puisses justement en fait le réaliser. 100% possible. Donc la seule barrière que tu peux avoir, c'est toi-même tes croyances. C'est toi-même tes limites que tu as créées et que ton cercle social va te définir. Il ne faudrait pas accepter de se laisser définir. Donc, pour moi, c'est des erreurs que la communauté fait. Donc, ce conseil, ça ne va même pas être vraiment pour les entrepreneurs, ça va être vraiment pour les gens de la communauté parce que c'est à ça que je m'adresse le beaucoup plus en ce moment. Je vais te poser une question qui semblerait beaucoup plus personnelle. Mais je le pose pour une bonne raison, parce que c'est beaucoup de personnes à la paix. Je pense que quand on vient d'une famille pauvre, c'est littéralement impossible de réussir sa vie. Tu viens de quelle famille? Est-ce que tu viens d'une famille de type pauvre, aisante ou riche? Très bonne question. Moi, je viens d'une famille modeste. D'accord? Donc, pas riche, pas pauvre. D'accord? Donc, grâce à Dieu, j'ai eu une éducation normale, tranquille. J'ai grandi dans une famille très équilibrée. D'accord? Donc, voilà. Donc, de ce côté-là, je ne me plaindrai pas. Mais, j'avais des ambitions plus grandes que ce que ma famille pouvait justement m'offrir, que ma famille pouvait me donner. Donc, issu d'une famille modeste, moi, je voulais justement renverser cette tendance-là sur le long terme, justement, en fait, pour que mes enfants, eux, puissent pas se dire qu'ils sont issus d'une famille modeste, mais qu'ils se disent qu'ils sont issus d'une famille riche. Donc, cette vision était là. Mes envies étaient très grandes. Et d'ailleurs, mon enfance a été une enfance un peu mouvementée parce que j'étais un enfant très encombré à l'époque. J'étais un enfant très turbulent. J'étais souvent cet enfant où il est difficile à miser, sur lequel il est un peu difficile vraiment à miser, quoi. Ouais, est-ce que tu vois ce type d'enfant très canaille, très têtu, et pas...
qui n'écoute pas, qui est canaille. Donc, c'était très, très difficile, en fait, de miser sur moi à l'époque. Je suis issu d'une famille de 8. Donc, 100%, je n'étais pas celui-là qu'on aurait pu, justement, en fait, mettre en avant, quoi. Donc, il y avait cette réalité qui était là. Mais j'ai décidé avec le temps, justement, en fait, de renverser ces tendances-là. Donc, par la force du travail, par la force du courage. Donc, c'est maintenant, je dois adresser maintenant mon message, que ce soit pour quelqu'un qui soit issu d'une famille pauvre, Oui. ou riche, ou famille modeste. Il faut comprendre, en fait, que ce qui forge la direction sur le long terme, c'est les défis, les challenges. Donc, il faut savoir avoir la capacité de convertir tous les événements difficiles, douloureux, qui nous arrivent dans notre vie en force. Donc, si tu es issu d'une famille pauvre, tu dois pouvoir, en fait, convertir ça en force. Ça devient une chance. D'accord? Ça devient une raison de plus pour que tu changes ta situation. Si tu es issu d'une famille pauvre, c'est une raison valable pour que tu puisses vouloir devenir riche. On est d'accord? Si tu es issu d'une famille modeste, c'est une raison valable pour que justement, en fait, tu puisses changer cette tendance-là pour pouvoir justement, en fait, accéder à la richesse. Et si tu es aussi né dans une famille riche, c'est une raison valable aussi pour que tu préserves, que tu travailles pour préserver cette richesse. Donc, dans tous les trois schémas, dans tous les trois cas, il y a un travail à faire, il y a des efforts, il y a une vision, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, pour moi, en fait, c'est que des cases. Riche, pauvre, rien. La fin de la journée, ce qui est essentiel, c'est ce que toi, tu veux être, c'est ce que toi, tu veux devenir. Et je crois à Dieu qu'on fait que tout ce qu'on veut être, tout ce qu'on veut devenir, en fait, on est capable de. Si tu avais la chance aujourd'hui de changer quelque chose dans ta vie, de changer une erreur que tu as faite dans ta vie, quelle serait cette chose? Je n'aurais rien changé. Tu resterais comme ça? Exactement. Pour tout n'aurais rien changé parce que toutes les erreurs que j'ai eu à faire, tout le chemin que j'ai eu à faire, c'est grâce à ça que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Et je suis très heureux et très fier de ce que je suis devenu. Parce que cet homme que je suis aujourd'hui, je l'ai visualisé à 10 ans en arrière. Donc, je voulais être exactement comme je suis aujourd'hui, à un niveau où j'ai beaucoup d'impact, beaucoup de valeur à redonner à la communauté, et j'ai beaucoup de choses à redonner à la vie, et j'ai beaucoup de choses à redonner aux gens autour de nous. Donc, du coup, pour moi, si je suis à ce niveau-là, c'est grâce aussi aux erreurs que j'ai faites. Si je suis à ce niveau, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu durant mon parcours. Donc, vouloir changer quelque chose sur ce parcours-là, même les erreurs, même les moments douloureux, peut-être que ça aurait changé la trajectoire que j'aurais pris. Et si ça change la trajectoire que je prends, peut-être que je ne serais pas devenu l'homme que je suis. Ta réponse est très intelligente, tu sais. Exact. Dis-moi, est-ce que tu as toujours été premier de la classe? Non. Ça ne m'intéressait pas. Ça t'intéressait pas? Non. Mais j'ai été premier de la classe une fois. Et je pense que je faisais la 5e année. Et jusqu'à présent, j'ai mes frères qui se moquent de moi. Ils disent que c'est la seule fois où j'ai été premier de la classe. Et ce qui arrive, c'est que j'ai été premier de la classe une seule fois. Moi, j'étais ce type d'élève où j'étais dans toutes les sauces, entre guillemets. En fait, j'étais parmi les meilleurs. J'ai toujours été parmi les meilleurs de mon école. D'accord? Donc, mais j'ai jamais été le premier, non. Mais je traînais aussi avec les derniers. En fait, à me voir, en fait, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup s'amuser, c'est quelqu'un qui s'aimait. Tu as l'impression souvent que je prends pas les études au sérieux. On est d'accord? Donc, j'ai tendance à être le mauvais élève alors que je suis toujours parmi les bons. Donc, je traîne avec parfois les mauvais alors que je suis toujours parmi les bons. Je suis ami avec les bons et je suis ami avec les moins bons. Donc, moi, j'étais vraiment si tu veux, j'aime souvent dire que j'étais dans une zone grise. Donc, et moi, je voulais juste valider mes cours, je voulais juste passer parce que je voulais pas que l'école me définisse, je voulais que rien ne me définisse. Donc, moi, je voulais juste valider mes cours, terminer l'université. J'avais hâte à être dans la vie active. Donc, c'est pourquoi même après l'université, ça peut paraître paradoxal, mais je n'ai pas cherché à poursuivre mes études ou à faire d'autres grandes études. Ça ne m'intéressait pas du tout. J'allais te demander que je n'ai pas fait d'autres. Ça ne m'intéressait pas du tout à l'époque. Donc, et j'avais une vision très tracée, très claire de ce que je voulais. Et à l'époque, j'étais convaincu que je n'avais pas forcément besoin de tous ces gros diplômes pour pouvoir en fait accomplir ce que j'ai accompli. Et je pense que je ne me suis pas trompé. Donc, je pense que j'avais juste besoin de ce nécessaire
Tu comprends un peu pour pouvoir vraiment en fait gérer ma vie et j'avais juste besoin à part ça que d'une volonté pas bouche de vouloir changer les dents et j'étais armé que de ça et jusqu'à aujourd'hui j'ai la même conviction. Et qu'est-ce que tu penses justement de ces diplômes? Est-ce qu'ils sont importants pour accélérer la réussite ou est-ce qu'ils le sont? Moi, je pense qu'ils sont importants, honnêtement. Je vais pas être ce gourou qui va s'asseoir à la télé ou dans un podcast pour raconter que l'école ne sert à rien. Non, non, non. Je suis pas de cette école-là. Je suis pas de ce monde-là. Moi, je pense que l'école est nécessaire, l'école est importante. Il faut aller chercher le minimum. Il faut aller vraiment, en fait, chercher ce qu'il faut parce que l'école encadre. En dépit de tout, on oublie ce facteur-là. L'école encadre beaucoup. Hein. Mais l'école aussi, c'est le premier endroit pour un enfant pour du réseautage. Donc, on oublie tous ces petits facteurs-là, mais l'école apporte beaucoup de choses. Je pense que avoir un parcours académique nous équilibre, nous permet de tracer une voie, de développer une certaine discipline, une certaine rigueur pour notre vie. Et que je crois que si l'école n'existait pas, tu peux apprendre à gauche, à droite, mais on négligerait beaucoup d'autres facteurs importants que l'école nous apporte. Donc, moi, je pense que avoir un parcours académique est important, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que tout est résumé à l'école, les grandes études. Non, non, ça, j'y crois pas du tout. Je suis pas de ceux qui pensent qu'il faut avoir des gros diplômes, il faut passer toute sa vie à étudier. Non, moi, je prends en considération le facteur temps. Je pense que l'élément qui ne nous appartient pas dans cette vie, c'est le temps. Et voilà quoi, si tu mets trop de temps aussi dans les études, alors que le temps là, il est précieux, tu pourrais manquer beaucoup de choses en fait que tu pourrais accomplir. Donc moi, c'était comme ça. Je ne sais que ce qui m'intéressait, la donnée qui m'intéressait le plus dans cette histoire, c'était le temps. Ce temps-là, je veux décider dans quoi le consacrer. J'ai fini mes études, c'est bon. Je reste là, je veux être sur le marché de l'emploi. Et puis, voilà quoi, je veux faire mon chemin. Je vais commencer déjà à faire les choses dans la vie. Et après l'école, si je trouve que c'est nécessaire parce que j'ai un objectif que je vais atteindre et ça nécessite une formation, je ferai cette formation-là pour atteindre cet objectif-là. Mais à partir de ce moment-là, je prends mes décisions uniquement en fonction des objectifs et de la vision que j'ai. Quelles sont les qualités qui définissent ta réussite? Les qualités qui définissent ma réussite, je dirais en fait l'intégrité pour commencer. Je pense que je suis quelqu'un de très intègre, donc j'étais éduqué avec des valeurs assez pointues à ce niveau-là. Donc l'intégrité, mais en dépit de tout aussi, c'est... Je pense, je dirais plus la résilience. Je suis quelqu'un de très obstiné. Et quand je crois en quelque chose là, c'est difficile de m'enlever cette chose dans la tête. Depuis tout petit, je suis comme ça. Donc quand je veux un truc, je veux qu'on me laisse l'obtenir. Soit on m'aide à l'obtenir ou je l'obtiens de moi-même. Ça a toujours été comme ça. Donc je pense que c'est cette qualité aujourd'hui qui définit le plus ma vie. Je sais pas quel est le mot que je peux mettre à ça, mais je dirais que je suis quelqu'un de très obstiné. Je crois à mon sixième sens, je crois à mes intuitions. Donc, j'inviterai d'ailleurs à tout le monde vraiment de croire beaucoup plus souvent parfois à vos intuitions que de croire au bruit que le mot là en fait nous donne. Et quand tu crois à ça et puis tu te donnes les moyens d'obtenir ça. Je pense que si je dois éventuellement me qualifier, ça serait vraiment sur ces deux points. Et quel serait vraiment ce jour où tu as attrapé la tête, l'oreille dire que tu devrais tout abandonner, s'il y a eu lieu, bien sûr? Ouais, il y a eu plusieurs événements. Donc, cette époque dont je t'ai parlé avant la création de Djonka, ouais, cette époque-là, j'étais à 2 doigts de me dire non, là, c'est mort, c'est foutu chèque. Voilà, case départ, tu dois aller dire aux gens qu'ils avaient raison, tu dois aller dire aux gens, tu t'es trompé, que le chemin que tu as pris n'était pas bon. Donc, j'étais dans ce monde-là, mais grâce à Dieu, ça ne s'est pas passé ainsi. Mais cette période-là, je pense, ce qui me vient de plus près à l'esprit, c'était vraiment cette période, c'est justement avant la création de Djonka. Donc, les derniers mois qui ont précédé ce moment-là, ouais, je pris ma tête où j'étais en train de me dire, là, c'est mort, quoi. C'est que le château, il s'écoule. Voilà, je ne veux pas atteindre l'objectif que je voulais atteindre. Ah, c'est mort, je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas plus dans quelle direction partir. Et après, tu t'es décidé. Ok, voilà quoi. Je me suis couché, je me suis levé avec une autre forme d'énergie encore. Donc, comme pour dire en fait, quand la vision est là, c'est que les plans peuvent changer, mais la vision, elle reste toujours pareille quoi.
Parce qu'à un moment donné, le pourquoi tu fais les choses, c'est ça qui te drive. C'est juste ça qui te guide à un moment donné, quoi. Ça devient plus fort que toi. Même si tu as envie d'arrêter, mais ton pourquoi est tellement grand que tu vas toujours trouver d'autres façons, justement, de te réinventer. Si aujourd'hui était ton dernier jour, que Dieu nous accorde, je veux dire, qu'est-ce que tu nous laisserais? Quel mot tu dirais à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui? Faites confiance en vous, croyez en vos rêves et continuez à avancer, quoi qu'il arrive. Écoute, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. On se retrouve dans le prochain numéro.